Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de Sen Radio. Au sommaire, gestion des inondations. Le ministre de l'Intérieur en visite dans les zones impactées annonce des mesures immédiates pour des solutions urgentes. Tout est priorité sur les différents axes visités, informe Aly Ngouille Ndiaye. À Kounoune, 35 maisons sont sous les eaux depuis le week-end. Des populations désemparées sollicitent d'urgence l'appui des autorités à travers le plan Orsec. Baccalauréat 2020 à Sédhiou, des résultats acceptables après délibération de nombreux candidats admissibles au second tour. Nous ferons le point avec Moussa Dramé. Toujours pas de cours dans plusieurs facultés à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Presque une semaine après la date de reprise annoncée, les évaluations qui étaient programmées avant la suspension doivent être d'abord validées selon les autorités. Et puis cette vague de licenciements à l'entreprise GCO Grande Côte Opération, 22 licenciés et 44 sous menace. Le Forum civil qui soutient les travailleurs parle de licenciements abusifs au motif léger. L'inspection du travail a été saisie. Le contradictoire de ce lundi s'intéresse à l'alphabétisation au Sénégal. Situation prétexte la journée internationale de l'alphabétisation célébrée demain mardi. Le journal de la santé complète cette édition mise en onde par Pape Laïgué. Marie-Rose Aly Ndiaye. Parlons de la gestion des inondations. Le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a effectué une visite ce lundi dans les zones inondées de Bellevue, zone de captage Parcelles Assainies, Guédiawaye, Cité Douane, Thiaroye et Rufisque, des localités durement impactées par les dernières pluies. Les populations ont profité de l'occasion pour exprimer leur mal-vivre exacerbé par les inondations. Babacar Samb. Après l'étape de la Cité Bellevue, direction la zone de captage, la route qui mène à la station de pompage totalement coupée par les eaux pluviales. Une localité où l'aménagement reste la principale préoccupation. Faut qu'on règle l'aménagement. Oui, l'aménagement, oui, c'est ça. L'étape des Parcelles Assainies a été très chargée. Peine et désolation animent les habitants. Des maisons totalement inondées, des chambres occupées par les eaux de pluie, des familles impuissantes. Des sinistrés trouvent déjà refuge dans les écoles. C'est famille presque mangeable. Ah, ok, Marcelin. Nous sommes à l'unité 13. Ici, 14 quartiers sont touchés, de même que l'école élémentaire Amadou Racine Ly de l'unité 15 qui est devenue un véritable déversoir. La capacité de drainage estimée à 750 mètres cubes, insuffisante pour atténuer la souffrance des populations. Pour envisager d'augmenter le débit. Direction Cambérène où la visite a été très secouée. La mort tout récemment d'un jeune suite à l'affaissement de murs sous l'effet de la pluie au quartier Magnon-Laye n'apaise pas la tension. Le gosse est décédé ici même, entre la nuit du 1er au 2. Les habitants très en colère. Vous me posez le problème, j'ai dit, lui il a dit votre dossier n'est pas encore fini. J'ai dit quand votre dossier est fini, vous le donnez à l'ONAS. À la Cité des Nations Unies, des familles pieds dans l'eau, la pharmacie Lys n'est pas épargnée, la gérante dans tous ses états. Alors vraiment, c'est très embêtant. Soit le sentier doit arrêter parce que je me dis quand même, nous sommes des personnes intelligentes. J'ai pas compris qu'on fasse des sentiers pendant l'hivernage. Autre point noir visité par le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, celui de Sam Notaire. 15 ans de souffrance causée par les inondations, ça suffit et scande les populations qui réclament un assainissement. Le commissariat de Thiaroye, aussi sous les eaux. L'étape de Thiaroye, c'est également le marché qui est fermé ce lundi. Les commerçants sont en grève. Direction à la vieille cité de Koumbalamb, Rufisque. La commune de Rufisque Nord subit depuis des années les conséquences de l'autoroute à péage. Le maire et les populations ont saisi l'occasion pour exprimer leur mal-vivre. Tout est priorité. Les populations de Dakar souffrent. Tout est priorité, Babacar Samb. Des instructions sont données pour que des mesures soient prises immédiatement, réagit le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye. Le ministre rassure, des dispositions sont prises pour des solutions urgentes. Aly Ngouille Ndiaye, le ministre de l'Intérieur avec Babacar Samb. Ce qu'il faut constater, c'est que cette année, nous avons une pluie exceptionnelle. Vraiment. Les derniers jours, nous avons tous vu ensemble cette pluie exceptionnelle qui a fait qu'aujourd'hui, pratiquement, les points bas étaient remplis. L'eau venait peut-être à une vitesse très très grande et ne parvenait pas à être évacuée, même si un dispositif existe. Aujourd'hui, quand vous recevez 1000 mètres cubes et que vous ne parvenez pas dans un délai court à
amener peut-être ces 1000 mètres cubes ailleurs. Effectivement, quand il n'y a plus de place, l'eau va vers les maisons. C'est ce qui fait d'ailleurs que les maisons qui sont aux environs des stations ont été envahies. Comme vous l'avez vu avec moi, il y a des boutiquiers, il y a également même une pharmacienne qui a aussi beaucoup d'eau aujourd'hui du fait donc de cette situation. Ouais. Dans les médias, est-ce que vous allez prendre des dispositions pour apporter des... Oui, dans l'immédiat, on va prendre des dispositions. Comme j'ai dit, là où on sait que c'est un problème simplement de volume d'eau à évacuer, il faut simplement augmenter les capacités des pompes pour permettre qu'on puisse évacuer beaucoup plus d'eau dans un délai plus court. Ça devrait au moins se soulager, ce qui fait que même si entre-temps il pleut, la capacité d'évacuation sera assez costaud. Il est également, on a vu qu'au niveau des parcelles assainies, là où il y a une station, je pense, unité 14, unité 15, je pense, il faut au-delà de ça envisager une petite station d'eau pluviale, parce que là-bas nous avons une station d'eau pluviale et d'eau usée. Effectivement, dans ces fortes pluies, il y a des problèmes. Nous avons vu également d'autres problèmes à Cambérène, où peut-être que si on fait un bon entretien du réseau d'assainissement, ils n'auront pas à recevoir les eaux chargées venant donc des parcelles assainies. Là aussi, nous pensons qu'il est possible de mettre rapidement des solutions en attendant qu'au niveau de ce point bas qu'on a visité, qu'on puisse augmenter également les capacités des pompes. À l'instant, le ministre de l'Intérieur qui était en visite ce lundi dans les zones inondées, Aly Ngouille Ndiaye, qui informe que des instructions sont données pour que des mesures soient prises immédiatement. Mobilité impossible à la cité Mbaba Guissé de Kounoune. Les fortes précipitations de ce week-end ont rendu les routes impraticables. Conséquence, pas de voiture pour les déplacements. Au même moment, d'autres sont au garage de réparation. Un reportage de Josette Kali. Difficile de se déplacer ou de sortir de la cité après les fortes pluies de ce week-end. Trouver un véhicule est devenu un véritable parcours du combattant. Quant à monsieur Sabali, sa voiture n'a pas pu résister aux flaques d'eau. L'air inquiet, il suit minutieusement le travail du mécanicien. Si tu n'as pas un gros véhicule, tu ne peux pratiquement pas partir. Même avec le gros véhicule, aujourd'hui, je suis tombé en panne parce que je crois que c'est la pompe du véhicule qui a aspiré de l'eau. Il y a abondamment de l'eau, il y a de l'eau qui coule partout dans les rues, presque on ne peut pas nous déplacer. Surtout avec les véhicules, parce que ça c'est un casse-tête, parce que quand tu rentres dans une baie, là où il y a de l'eau, tu ne peux pas sortir ton véhicule. Moi j'ai mon véhicule, il y a une corde qui est en bas. Hier j'ai sorti 3 personnes au niveau de Kounoune, parce qu'ils ont de petits véhicules, ils sont rentrés dans l'eau et moi j'étais obligé de les remorquer pour les sortir. Et aujourd'hui, moi, c'était le remorqueur qui est venu aujourd'hui chercher de l'aide auprès des mécaniciens. J'ai la pompe de l'embrayage qui est restée coincée avec les eaux. Je suis là, je dépanne comme tout le monde. Le garage est rempli de véhicules. Avec une route principale impraticable, les chauffeurs de la ligne 72 et des minicars ont changé de garage puisque l'accès dans certaines ruelles leur était interdit. Ibrawad, régulateur. Ce qui nous a motivés de venir ici, c'est parce que ces temps-ci, il y a beaucoup de pluie qui a envahi toute la rue. C'est pourquoi nous avons déplacé les voitures ici pour éviter certains dérapages dans l'eau. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour éviter certaines pannes. Parce que quand tu rentres dans l'eau, tu peux avoir des coulements de moteur et plus. C'est pourquoi nous avons déplacé ici pour amener les bus ici. Pour une première à la cité Mbaba Guissé, après tant d'années de vécu, les motopompes se font entendre. De fortes pluies qui ont inondé 35 maisons de la cité cette année, selon Paul Diaham, le chef de village. Même si les populations s'activent à lutter contre ces inondations, ils attendent l'appui des autorités à travers le plan Orsec. Paul Diaham au micro de Josette Kali. Nous sommes dans une situation catastrophique avec ces averses qui ont démarré depuis le samedi 4 septembre. Et aujourd'hui, le samedi 5 septembre, aujourd'hui nous avons beaucoup d'eau, mais il faut dire que nous recevons les eaux de Kounoune, un village qui est à côté de nous. Et de ce point de vue, nous sommes obligés véritablement d'être un respectacle. Et c'est pourquoi toutes nos rues sont inondées. Aujourd'hui, j'ai dénombré 35 maisons dont les chambres sont sous les eaux. Donc c'est pourquoi nous avons sollicité
les autorités pour que nous puissions bénéficier du plan Orsec qui a démarré en fait depuis hier. Nous osons croire que l'administration nous viendra en aide. Tout du reste, le sous-préfet toujours prête une oreille attentive à tous nos problèmes. Je pense que nous le sollicitons davantage pour qu'il puisse quand même nous secourir avec les moyens du plan Orsec. Inondation à Tivaouane, le maire de la ville rend visite aux sinistrés pour un appui en vivres. Ces sinistrés ont presque tout perdu. Beaucoup demandent à être relogés en attendant la fin de l'hivernage. Babacar Sow. Inondation à Tivaouane, le maire Mamadou Diagne Simbeng va au chevet des populations les plus touchées dans les bas-fonds des quartiers de la cité religieuse Foni, Kausara, Kouli, Kerkhali, Djida et Kercheikh Awabala qui reçoivent toutes les eaux pluviales de Tivaouane. Des populations qui ont reçu des vivres venant du maire qui déplorent la situation non sans revenir sur le fait que Tivaouane bénéficie toujours du réseau primaire d'évacuation des eaux pluviales. Mamadou Diagne Simbeng, maire de la ville de Tivaouane. Comme disent les Wolofs, on ne fait pas le ménage sous la pluie. Nous avons attendu 24 heures pour venir constater la situation réelle. Et vous, avec nous, vous avez constaté que partout où nous avons été, que ce soit à Fogne, que ce soit à Kausara, que ce soit ici à Kerkhali, il s'agit principalement des sites qui sont des points bas et qui reçoivent toutes les eaux de ruissellement des zones environnantes. On est venu les visiter, compatir avec eux, leur apporter le minimum de soutien en denrées alimentaires parce que certains d'entre eux ont perdu leurs denrées, mais également leur expliquer que cette situation récurrente est due effectivement à la géographie de leur lieu d'habitation. Expliquer également que notre commune Tivaouane bénéficie d'un réseau primaire d'évacuation des eaux pluviales dans la zone centrale et que ce problème ne sera résolu que quand ce réseau sera généralisé pour tout le périmètre communal. Une situation beaucoup plus grave au quartier Cheikh Awabala où des populations ont presque tout perdu. Il y en a même qui demandent à être relogés dans les écoles. C'est le cas de la famille Ba. Nous avons tout perdu dans les inondations. Il ne nous reste rien. En période de pluie, nos maisons sont pleines d'eau. Les murs se sont effondrés, c'est pourquoi l'eau a pénétré dans les maisons. Ce n'est pas la première fois. Nous avons tout perdu. Monsieur le maire, nous demandons à être relogés dans les écoles. Je n'ai que les enfants. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Sud FM vous transporte partout dans le Sénégal. Parlons éducation à présent à Sédhiou. Les résultats au premier tour du bac général sont acceptables dans la plupart des centres d'examen de la région. Le défi et l'espoir reposent sur les nombreux candidats déclarés admissibles au second tour. Le centre de Madina Wandifa, le seul à abriter toutes les séries dont la S1 n'a pas encore rendu public ses résultats. Moussa Dramé. Au centre du lycée Ibou Diallo de Sédhiou, sur les 383 candidats ayant effectivement composé, 84 ont reçu au premier tour toutes séries confondues, soit 21,93% et 109 déclarés admissibles au second groupe, soit 28,45%. Au centre du lycée Bala Moussa Dafé, toujours dans la commune de Sédhiou, 363 candidats ont composé, 70 ont reçu au premier tour, soit 19,28% toutes séries réunies et 112 envoyés au second groupe, soit 30,85%. À Goudomp, dans le Balantakunda, 2 jurys ont constitué le centre d'examen avec un effectif de 503 candidats qui ont composé. 65 sont reçus d'office, soit un taux de réussite de 12,92%. Et 144 envoyés à l'oral de contrôle, soit 28,62%. À Bunkiling, ce sont au total 375 candidats qui étaient sur la ligne de départ au premier tour et toutes séries confondues. 52 franchissent la barre, soit 13,86% et 128 déclarés admissibles au second groupe, soit 34,13%. À Dianamalari, 202 candidats ont composé et à l'arrivée, 29 ont reçu au premier tour, soit 14,35% et 65 admissibilités, soit 32,17%. Au centre d'examen du lycée de Marsassoum qui polarise 2 jurys, 475 candidats y ont effectivement composé, 51 sont admis d'office, soit 10,74% et 142 envoyés à l'oral de contrôle, soit 29,89%. Et si tous les candidats déclarés admissibles venaient à franchir la barre, seuls les lycées Ibou Diallo et Bala Moussa Dafé dépasseraient les 50%. À signaler enfin que le centre du lycée de Madina Wandifa polarise l'ensemble des séries, dont la série S1 qui fait son retour après quelques années de silence faute de candidats. Ce centre promet donc de proclamer ses résultats ce mardi en début d'après-midi. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM.
Dans la plupart des facultés de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les cours n'ont pas encore démarré. C'est le cas de la faculté des lettres et sciences humaines et de la faculté des sciences juridiques et politiques. Dans ces deux structures, l'heure est au préparatif des examens du premier semestre prévu le 14 septembre prochain. À l'UCAD, seule la fac de médecine, pharmacie et d'odontologie a démarré les cours du second semestre depuis le 3 septembre. Dans toutes les facultés, des lavoirs, gel savon, thermoflash sont partout visibles. Le port du masque est obligatoire, les mesures barrières respectées. Un reportage de Ismaïla Marcel Colli. À la faculté des lettres et sciences humaines, de même qu'à la faculté des sciences juridiques de l'université Cheikh Anta Diop, les cours n'ont pas encore démarré. L'heure est au préparatif des examens du premier semestre prévu le 14 septembre prochain. Le doyen de la faculté des sciences juridiques explique. Professeur Alassane Kanté, doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques. Pour le moment, les cours n'ont pas encore repris pour une raison simple, parce que dans le plan de reprise, ce qui avait été retenu, c'est d'abord de terminer les évaluations qui avaient été programmées au moment de la suspension. Après justement cette phase seulement, et les cours vont démarrer en présentiel. Bon, maintenant, il y a une situation particulière concernant la formation continue, où il y avait un certain nombre de cours qui étaient prévus, et à titre exceptionnel, ces cours-là pourront démarrer. Mais pour la formation initiale, il va falloir attendre que nous terminions d'abord le cycle des évaluations du premier semestre. Normalement, dès la semaine prochaine, les évaluations vont commencer pour une dizaine, voire pour 2 semaines. Dans ce temple du savoir, seule la faculté de médecine, pharmacie et d'odontologie a démarré les enseignements et apprentissages du second semestre. Aminou Babou, chef du service des examens de la faculté de médecine et de pharmacie. Ici, à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie, depuis le 3 septembre dernier, on a commencé les enseignements du second semestre pour tous les niveaux. Présentement, tout se déroule selon le plan, puisque nous avons concocté un plan de travail, donc consistant à faire thermoflasher tout étudiant qui passe. Donc au niveau de chaque amphi, devant chaque amphithéâtre, il y a un dispositif qui est mis. Donc de lavage, mais également de personnel donc, qui puisse assister les enseignements en prenant les températures des étudiants qui passent. Dès l'entrée de l'université Cheikh Anta Diop, des lavoirs, des gels, du savon, des pancartes sont visibles partout. Dans l'enceinte de l'université, dans les amphis, le port du masque est obligatoire. Les gestes barrières sont respectés. La distanciation physique dans les salles de cours est aussi respectée. Parlons de cette vague de licenciements à l'entreprise GCO Grande Côte Opération. 22 travailleurs ont été licenciés par la direction au motif d'un rassemblement qui viole le règlement intérieur. 44 autres travailleurs sont sous menace. Le Forum civil apporte son soutien à ces travailleurs et parle de licenciements abusifs. Selon Alioune Babou, coordonnateur du Forum civil section Thiès, le dossier est déjà sur la table de l'inspecteur du travail de Thiès. Toutefois, l'organisation appelle à réintégrer les travailleurs pour éviter de compliquer la situation. Il est joint par Adam Ndion. Les licenciés eux-mêmes qui nous ont saisis, parce qu'il y a 22 déjà qui ont été licenciés, en plus de 32 autres qui s'occupent de la restauration. Et nous avons entendu que 44 est également sous cette menace-là. C'est ça ce qui s'est passé et ils nous ont saisis. Et d'autant plus que le motif avancé de licenciement ne nous semble pas être un motif crédible, pertinent. Ce qu'ils nous ont dit, c'est que on les a confinés de force avec cette pandémie, logés dans des chambres inondées, et ils sont restés 2 jours sans manger. Ne sachant quoi faire, ils sont sortis faire un rassemblement pour demander à ce qu'on les déconfine pour qu'ils puissent aller chercher à manger. Et ils en ont discuté dans leur groupe WhatsApp privé, et sur la base des vidéos de la manifestation, et de ceux qui sont intervenus dans le groupe WhatsApp, ils ont reçu des demandes d'explication assorties de mise à pied et quelque temps après, ils ont reçu des lettres de licenciement. Voilà ce qui s'est passé. Non, c'est un rassemblement, ils étaient debout et parlaient du problème, de leur mécontentement. La solution, elle est claire. Quand ils licencient des gens sur des motifs aussi légers, pour éviter les problèmes, mieux vaut les réintégrer. Parce que c'est un licenciement abusif. La seule solution qui vaille, c'est de les reprendre. Parce que c'est des pères de famille, c'est des soutiens de famille, on sait ce qui se passe au Sénégal. C'est des motifs valables. Nous, on n'interviendrait pas. Mais ces motifs-là avançaient quand même. Des gens qui ont fait 10 ans, 15 ans dans l'entreprise, parce qu'ils ont participé à un groupe WhatsApp, parce qu'ils se sont retrouvés pour discuter de leurs problèmes, vous les licencier, c'est absolument inadmissible. Déjà, ils ont été injustes. L'inspecteur du travail également est sur l'affaire. Donc, c'est sûr que s'ils ne les reprennent pas, les choses vont se compliquer.
Fortement impacté par la pandémie, le secteur du tourisme peine toujours à décoller. La stratégie de la promotion touristique réactualisée, 5 axes et 25 chantiers prioritaires ont été définis par le ministère du Tourisme et des Transports aériens en collaboration avec les ministres des collectivités territoriales, de la culture, de l'environnement, du cadre de vie et de l'artisanat. C'est pour relancer la destination Sénégal Khadisen. Le patrimoine, le marketing, les infrastructures, l'expérience et l'institutionnel sont tous les axes prioritaires définis par le ministère du Tourisme et des Transports aériens pour la relance du tourisme local. Cette stratégie réactualisée a été présentée aux élus locaux. Aliou Sarr, ministre du Tourisme et des Transports aériens. Quand on dit axe patrimoine, qui est le premier axe, dans l'axe patrimoine, vous avez la valorisation des 7 patrimoines classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Deuxième élément de ce patrimoine, c'est la valorisation de tout ce qui est patrimoine au niveau des régions. Et l'idée, c'est un pôle, un produit. Le troisième, c'est ce que nous appelons zéro déchet dans les sites touristiques. Le quatrième, c'est tout ce qu'on appelle la partie expérience. Et dans la partie expérience, c'est la partie spécifique au Sénégal. C'est d'abord la chasse. Vous avez aussi l'ornithologie, tout ce qui concerne les oiseaux. Là, nous le faisons également avec le ministère de l'Environnement, avec Djoudj, mais aussi avec les sites qui sont dans l'état du Salon. Dans les vous avez aussi le course automobile, mais aussi vous avez ce qu'on appelle le tourisme religieux. Ces 5 axes sont partagés entre 6 ministères. Celui de l'Environnement s'occupe de l'axe patrimoine. Abdou Karim Sall, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Le Sénégal dispose de 5 sites classés patrimoine mondial de l'UNESCO, dont certains sont sous la responsabilité du ministère de l'Environnement et du Développement durable, notamment le parc national du Nyokolokoba, le parc de Djoudj et le delta du Saloum. Donc ça nous a permis d'échanger avec les élus, bien sûr, qui sont représentés au plus haut niveau. Ces élus en phase avec cette stratégie sont persuadés d'avoir des résultats probants. Oumar Gueye, ministre des collectivités territoriales. Les élus se sont appropriés cette stratégie de développement touristique et nous sommes heureux d'annoncer qu'ils sont tous en phase avec cette politique de développement touristique. Dire simplement que ce qui est attendu des maires, nous sommes persuadés que nous aurons des résultats probants. La mise en œuvre de ces conclusions devra permettre la relance définitive du tourisme. Le contradictoire. Le contradictoire, les lundis et vendredis, tous les sujets à controverse seront débattus dans le contradictoire. Un sujet, 2 invités pour un regard croisé. Le contradictoire, c'est tous les lundis et vendredis sur Sud FM Sen Radio. Le contradictoire de ce lundi s'intéresse à l'alphabétisation au Sénégal. Le prétexte, la journée internationale de l'alphabétisation célébrée demain mardi. Le taux d'analphabétisme est de 54,6% au Sénégal. La majeure partie sont des femmes. L'atteinte du point 6 de l'ODD 4 reste le principal défi à relever d'ici à 2030. D'importants efforts sont consentis par les autorités, des actions menées, des initiatives prises pour relever le taux d'alphabétisation. Une semaine nationale est prévue à partir de demain mardi. La directrice de l'alphabétisation et des langues nationales, Ndainam Diouf, répond à Babacar Samb. Madame Ndainam Diouf, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'alphabétisation et des langues nationales. L'alphabétisation ici au Sénégal, parlons-en. Prétexte, la journée internationale de l'alphabétisation qui sera célébrée ce mardi. Alors, quelle est la situation ici au Sénégal? Merci, Monsieur Babacar, et merci à Sud FM. Donc, le DD4, qui est relatif à l'éducation, consacre à sa cible 4.6, l'alphabétisation, qui dit que veillez à ce que tous les jeunes et une proportion considérable d'adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter. Pour l'axe 2 du PSE aussi, dans cette perspective d'une société apprenante, accorde une grande importance à l'éducation des jeunes et des adultes pour leur permettre d'acquérir les aptitudes et compétences nécessaires pour entreprendre, innover et s'insérer de manière harmonieuse dans le marché de l'emploi. Parce qu'il ne suffit pas d'alphabétiser, faire apprendre aux gens à lire, à écrire. Ça, c'est l'alphabétisation classique traditionnelle. On l'a dépassé parce que ça n'a pas donné trop de résultats. Il faut aller maintenant à développer les activités génératrices de revenus des femmes et des jeunes qui constituent la majeure partie des effectifs des analphabètes. Maintenant, tout récemment, ça fait 2 à 3 semaines, le président de la République lui-même a présidé une rencontre sur le PAP 2 qui a été rénové. Et ce PAP 2
véritablement orienté vers la réduction de l'analphabétisme. Ce qui montre que des efforts sont en train d'être faits. Au niveau maintenant sectoriel, au niveau de l'éducation nationale, nous avons le paquet. À ce programme sectoriel, des résultats sont attendus avec des indicateurs clairs et précis pour l'éducation de base des jeunes et des adultes. Mais malgré tous ces efforts, le taux d'analphabétisme reste encore élevé, 54,6. C'est pourquoi l'État a mis en place, depuis 2013, le programme qu'on appelle Programme national de l'éducation de base des jeunes et des adultes, articulé aux technologies de l'information et de la communication, qui est piloté par le ministère de l'Éducation nationale et que je pilote moi-même en tant que directrice de l'alphabétisation. Là, cette situation du PNEDJA nous donne, depuis 2013, de 2013 à 2019, 103 027 apprenants au Sénégal. Nous avons un programme qui se trouve au niveau du ministère de la Femme, qui s'appelle PALAM. Le PALAM, qui est un programme d'apprentissage de métiers pour la lutte contre la pauvreté. Pour le PALAM de 2009 à 2016, dans 2 régions, Diourbel et Kaffrine, nous avons enrôlé 9 996 femmes travailleuses. Nous avons aussi enrôlé des jeunes de 9 à 15 ans qu'on réoriente dans les écoles élémentaires pour ceux qui ne sont pas très âgés. Les autres qui sont âgés, on les réoriente dans la formation professionnelle. Et ça tourne autour de ces 4681. Nous travaillons aussi avec les organisations de la société civile. Mais peut-être un problème, l'alphabétisation ne mobilise même pas 1% du budget de l'éducation nationale alors que nous avons plus de 54% des Sénégalais qui sont analphabètes. Est-ce qu'aujourd'hui, les efforts ne butent pas sur l'insuffisance des ressources? Oui, je peux confirmer cela. Le président même s'est engagé dans cette 45e semaine pour nous montrer qu'il faut véritablement ensemble tout faire pour relever le taux d'alphabétisation. Donc le taux qui est moins de 1% du budget du ministère, qui est en deçà de l'objectif de 3%. Parce que la conférence africaine sur l'alphabétisation de Bamako avait suggéré 3%, mais le Sénégal est à moins de 1%. Mais le président de la République lui-même, qui s'est engagé pour booster ce secteur. Alors, une semaine nationale de l'alphabétisation est prévue dans le cadre de la journée internationale. Est-ce que vous pouvez revenir sur les différentes activités? Donc, cette année, c'est la 45e édition. Et le 8, nous aurons des activités dans les régions parce que chaque académie doit développer des activités pour marquer cette semaine. Mais au niveau administration, le ministre de l'Éducation nationale, avec le président de la République, vont marquer le 8, c'est-à-dire mardi, l'ouverture de cette journée. Mais une activité phare sera organisée par l'Éducation nationale, par le ministre Mamadou Talla, que je salue au passage. C'est une caravane qui sera organisée dans les rues de Dakar. Le samedi 12, nous allons démarrer au rond-point Jet d'eau. Il y a des arrêts qu'on va marquer dans les ronds-points. Le thème de cette année tourne autour de la prise en charge, de la sensibilisation autour de cette pandémie Covid-19. Et nous y allons avec tous les acteurs du secteur, les alphabétiseurs, les superviseurs, les écrivains en langue nationale, les éditeurs, les experts qui se trouvent surtout au niveau de l'université. Nous allons ensemble, avec les partenaires techniques et financiers, avec les organisations de la société civile, avec le privé, nous allons marquer cette journée pour sensibiliser. Parce que nos 22 langues sont là et codifiées par l'État du Sénégal. Nous devons toucher chaque Sénégalais là où il est. Et c'est une occasion de lancer un appel aux médias. Il faut que les médias nous accompagnent pour relever le défi de l'analphabétisme au Sénégal. Parce qu'on ne peut pas parler de développement avec 54,6 d'analphabètes. D'accord. Madame Ndainam Diouf, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'alphabétisation et des langues nationales. Mauvaise utilisation des langues nationales dans la transmission du savoir, manque d'articulation entre l'alphabétisation et les politiques publiques sociales, son financement, autant de facteurs qui plombent la politique de l'alphabétisation au Sénégal, selon le directeur exécutif de Alphadev, Mor Diakhaté, interrogé par Babacar Samb. Mor Diakhaté, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur exécutif de Alphadev, Alphabétisé pour un développement durable. L'alphabétisation, on en parle ici au Sénégal, malgré
malgré les efforts consentis par l'État du Sénégal, le taux d'analphabétisme reste préoccupant. Plus de 50% des Sénégalais ne savent pas lire, écrire ou compter. Alors, comment appréciez-vous la politique d'alphabétisation au Sénégal et est-ce que le pays est sur les bons rails pour atteindre les objectifs visés? Alors, je vous remercie. Donc, comme vous l'avez dit, donc, le taux d'analphabétisme dans notre pays est encore préoccupant. Quand plus de la moitié de la population ne savent lire ni écrire dans aucune langue, donc ça pose énormément un défi majeur. Donc, en termes de progression, en termes d'émergence d'un pays, à cela également s'ajoute une mauvaise utilisation des langues nationales, donc dans la transmission du savoir, mais également un manque d'articulation entre l'alphabétisation et les politiques publiques sociales. Donc, c'est également, en dernier lieu, le sous-financement du sous-secteur. Donc, ça veut dire que vraiment, c'est une situation qui est encore préoccupante, malgré les efforts qui ont été faits en termes de codification de langues. Donc, plus de 22 langues nationales ont été codifiées. Donc, le programme d'éducation de base des jeunes est aujourd'hui pris en compte dans les 5 programmes du ministère de l'Éducation nationale. Les défis, donc, restent encore importants. Alors, que peuvent être les conséquences de l'analphabétisme, surtout sur le plan développement? Ah oui, c'est énorme, parce que quand même, l'alphabétisation, c'est un levier indispensable à tout changement social. Si nous voulons construire un pays émergent, si nous voulons avoir des citoyens modèles, il faut qu'on ait avoir des gens qui ont les capacités en lecture, en l'écriture, et qui peuvent l'investir dans la vie active. Donc, que ce soit sur le problème de l'agriculture. Aujourd'hui, si nous voulons réformer l'agriculture, si nous voulons mettre en place une agriculture moderne, il faudrait que les paysans savent utiliser les nouvelles technologies. Et ça, ils vont savoir pour pouvoir le faire. Dans le domaine de la santé également, pour que les mamans s'occupent convenablement de la santé, de leur santé et de leurs enfants, il faudrait également qu'ils savent les bonnes informations sanitaires reçues et pouvoir les appliquer. Donc, dans tous les domaines de la vie active, l'alphabétisation devient un levier indispensable donc, au développement donc, de notre pays. Donc, quand la personne maintenant n'a pas ces compétences-là, ces capacités à pouvoir agir entre lui, mais contribuer au développement de son pays, ça plombe tous les efforts donc, mis en œuvre par les gouvernants, que ce soit dans les politiques de santé, que ce soit dans les politiques économiques, que ce soit dans les politiques agricoles, etc., de la pêche, ça plombe ces efforts-là. Donc, ce qui fait que donc, la personne alphabétisée est consciente de ses missions, de son rôle, de son statut, et pouvoir l'investir même au niveau de l'éducation des enfants. Une famille donc, de parents alphabétisés est plus habilitée à soutenir l'éducation de leurs enfants qu'une famille que les parents ne savent ni lire et écrire. Donc, c'est vraiment des retombées positives directes au niveau de l'espace familial, mais également même au sein de l'entreprise. Quand l'entreprise a des ouvriers qualifiés, formés, alphabétisés, ça augmente directement la productivité. On en a vu récemment avec des sociétés de la place qui ont développé des programmes d'alphabétisation où leur productivité a augmenté quand même de façon considérable. C'est pour vous dire que vraiment, l'alphabétisation est un levier indispensable à tout changement social. Aujourd'hui, le principal objectif, c'est d'atteindre le point 6 de l'ODD4 qui est de veiller à ce que tous les jeunes sachent lire, écrire et compter d'ici à 2030. Alors, quelle orientation? Voilà, donc c'est là ça faut une préoccupation majeure quand nous entendons le niveau de décrochage des jeunes. Donc aujourd'hui, on a presque 1,5 million de jeunes qui sont hors système éducatif. Donc il va falloir développer des programmes ambitieux, donc et un financement soutenu pour prendre en charge donc ces questions-là fondamentales pour l'avenir du pays. Donc il nous faut, je pense, trouver les financements nécessaires pour le programme d'accélération de l'alphabétisation au Sénégal, qui est le PASS, qui est un instrument extrêmement important. Mais c'est surtout revenir sur les engagements internationaux de notre pays, qui est de porter le budget de l'alphabétisation à 3% donc du budget du ministère de l'Éducation nationale. Ça, je pense que c'est une stratégie, une option fondamentale, irréversible, si nous voulons vraiment résoudre ce gap à l'horizon donc 2030. Est-ce qu'il y a des actions déjà menées en ce sens au niveau d'Alphadev? Voilà, donc Alphadev, c'est une structure qui est basée ici dans la banlieue. Aujourd'hui, nous avons un centre d'apprentissage populaire qui prend en charge des jeunes déscolaires analphabètes pour les offrir une nouvelle insertion sociale et professionnelle. Donc, depuis 2011, plus de 200 jeunes sont sortis de notre centre et qui bénéficient d'une formation qualifiante, certifiée et reconnue par le ministère. Nous développons également des programmes d'alphabétisation fonctionnelle
pour les groupements de femmes. Donc, au niveau de la banlieue, on a des magasins d'économie sociale solidaire pour les femmes, mais également au niveau rural, on a un programme d'alphabétisation articulé à la sécurité alimentaire, mais également à la santé maternelle et nutritionnelle également, si des programmes d'alphabétisation fonctionnent que nous développons au niveau national, quoi. Mor Diakhaté, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de l'ONG Alphadev. Sud FM chez vous, à tout instant. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue à Ourossogui. Le manque récurrent de sang dans les structures hospitalières oblige le personnel soignant à faire recours aux accompagnants, une situation qui souvent accentue les fractures au sein des familles. Seynabou Diène Yad, surveillante de la banque de sang de l'hôpital de Ourossogui, est au micro de Abdourahmane Diène. Nous sommes obligés de faire recours aux parents. Il y a une identification alors que les principes du don, c'est des dons bénévoles et anonymes. Mais quand une personne vient parce qu'il y a son parent qui est derrière, souvent le bénévolat n'est plus totalement là, mais aussi l'anonymat n'est plus sauvegardé et ils habitent ensemble. Demain, ils peuvent avoir des problèmes. Ce que tu entends en premier, c'est si c'était moi, ou bien le receveur se sent redevable à vie souvent parce qu'il connaît les personnes qui lui ont donné du sang. Nous souhaitons faire tout pour que ces problèmes-là, qu'on ne le vive pas, mais quand même, on essaie de rappeler les accompagnants qui sont là, ceux qui viennent pour des dons, en faveur pour leur dire que chacun de nous peut être à la place d'une personne qui a besoin de sang. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus, le service national d'hygiène appuie la sous-brigade de Mbao en logistique pour mener des opérations de nébulisation dans les zones à forte présence de cas communautaires à la COVID-19. L'opération consiste à désinfecter les zones à forte concentration humaine. Le lancement s'est effectué à la sous-brigade de Sicap Mbao. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres. Gestion des inondations. Le ministre de l'Intérieur en visite dans les zones impactées annonce des mesures immédiates pour des solutions urgentes. Tout est priorité sur les différents axes visités, informe Ali Ngouille Ndiaye. À Kounoune, 35 maisons sont sous les eaux depuis le week-end. Les populations désemparées sollicitent d'urgence l'appui des autorités à travers le plan Orsec. Baccalauréat 2020 à Sédhiou, des résultats acceptables après délibération de nombreux candidats admissibles au second tour. Toujours pas de cours dans plusieurs facultés à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Presque une semaine après la date de reprise annoncée, les évaluations qui étaient programmées avant la suspension doivent être d'abord validées selon les autorités. Et puis cette vague de licenciements à l'entreprise Grande Côte Opération, 22 licenciés et 44 sous menace. Le Forum civil qui soutient les travailleurs parle de licenciements abusifs au motif léger. L'inspection du travail a été saisi. Le contradictoire et Info Santé ont complété cette édition mise en onde par Pape Laïdier. Merci de nous avoir suivis et tout de suite la rediffusion de la chronique Sud Nutrition.